40% Aristide Briand, le père de la loi de 1905, parce que notre invitée est d'abord une ardente défenseuse de la laïcité. Deuxième indice, 40% Elisabeth Badinter, parce que comme la philosophe, elle se réclame d'un féminisme universaliste. Peut-être avez-vous déjà trouvé, mais dernier indice, juste pour le plaisir, 20% Louis de Funès, parce que c'était son héros quand elle était petite, et qu'elle limite, paraît-il, et on va lui demander, à la perfection. Elle est 100% Caroline Forest. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Journaliste, essayiste, réalisatrice également. On avait parlé de votre film Sœurs d'armes sur ce plateau. Et donc fan de Louis de Funès. C'est le grand privilège quand on prépare ces émissions. On découvre des choses assez étonnantes sur les gens qu'on reçoit. C'est vrai que vous connaissiez par cœur ces répliques enfant ? Ah oui, vraiment, je crois que j'ai regardé chacun de ces films au moins 100 fois et je voulais être Louis de Funès et comme vous le voyez, Karine, j'ai un petit peu ripé dans ma carrière. Qu'est-ce qui s'est passé du coup ? C'est ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment ça ? À quel moment ça a vrillé ? Très tôt, la découverte de beaucoup d'adversités à surmonter avant de pouvoir... Mais je n'ai pas renoncé totalement. Un jour, un seul en scène de Caroline Forest imitant les Imitant, Pour réaliser une comédie. Il paraît que vous imitiez aussi les hommes politiques à la fin des repas de famille. Oui, mais les hommes politiques d'une autre génération, ça n'a plus aucun intérêt. Du coup, ça n'aura aucun intérêt de le faire aujourd'hui, évidemment. Évidemment. On attendra le spectacle. En tout cas, faute d'être devenu humoriste, vous êtes devenu journaliste, et puis beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, l'une des figures intellectuelles de la gauche, en première ligne pour défendre les droits des homosexuels, puis pour défendre les droits pour combattre l'extrême droite, et puis toutes les formes d'intégrisme religieux. D'abord l'intégrisme catholique, l'intégrisme musulman ensuite. La laïcité est au cœur de votre réflexion, et on en parlera évidemment tout à l'heure autour de la commémoration de la mort de Samuel Paty. Mais d'abord, je me demandais comment vous viviez ce moment politique. On s'est croisés sur un plateau il y a quelques mois. On commençait à sentir la société inflammable. Et puis depuis, on voit qu'un polémiste d'extrême droite peut parler de remigration, de grands remplacements à la télévision à une heure de grande écoute. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ce soir ? On est à 6 mois pile de l'élection. C'est-à-dire, comme beaucoup de Français, moi, je ne voulais pas rentrer de vacances, en fait. Je pensais que cette année électorale serait terrible. Et bon, on n'est pas déçus. Quand une campagne électorale commence par se poser la question de si, quand même, finalement, Vichy n'aurait pas un peu protégé les Juifs et les enfants juifs, je crois qu'on peut tous redouter d'aller très, très loin, trop loin, dans un climat irrespirable. En même temps, ce n'est pas une surprise. C'est-à-dire que d'un côté, je plaide depuis des années pour qu'on soit lucide sur les sujets qui fâchent, et notamment sur les questions d'intégrisme et les questions de laïcité et de citoyenneté, par peur de voir exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire par peur de voir des esprits vociférants, instrumentalisant ces colères légitimes à des fins égotiques, politiciennes et de surenchère. Donc on y est et on devra y résister. Et j'espère qu'on y résistera mieux que d'autres pays parce qu'on a aussi des gens dans ce pays qui ont été lucides et qui ne sont pas dans la vocifération. Et je le disais en vous présentant, la lutte contre l'extrême droite, ça a été l'un de vos grands combats. Ça le reste encore aujourd'hui, j'imagine. Et est-ce que vous avez l'impression que des digues sont en train de sauter, de céder les unes après les autres, que notre tolérance collective au discours raciste est plus forte aujourd'hui qu'hier ? Bien sûr, évidemment. Et j'ai même l'impression qu'on a perdu tous nos fondamentaux, c'est-à-dire qu'on est capable de tolérer des discours révisionnistes, c'est ce qu'on a entendu ces dernières semaines, qu'on est aussi capable de se raconter que l'homophobie ou l'antisémitisme n'est grave que si ça se passe en banlieue. Mais c'est pas grave, ça n'existe plus à l'extrême droite, tout ça est faux. Et moi j'ai travaillé suffisamment en plus sur les mondes passerelles entre les haineux islamistes et les haineux d'extrême droite, et en réalité à mes yeux ce sont les mêmes. D'accord, ils peuvent choisir un drapeau différent, d'accord, ils peuvent vaguement choisir des couleurs différentes pour se peindre le visage, en tout cas peindre leur discours politique, mais la réalité c'est que leur tempérament, leurs projets de société sont très proches. Donc quand je vois qu'on évolue dans une société où quelqu'un à qui on a donné tant de place avant même d'être candidat peut prôner comme modèle la Hongrie de M. Orban, nous expliquer que c'est quelqu'un qui a une formidable hauteur de vue, je ne suis pas surprise encore une fois, mais je reste sidérée qu'un pays aussi intelligent que le nôtre ne se dresse pas davantage contre ça ou puisse se faire avoir par ça, en fait. Est-ce que c'est ça l'objectif de la nouvelle revue à laquelle vous avez annoncé votre participation en tant que conseillère éditoriale qui s'appellera Franc-Tireur ? C'est ça, c'est s'opposer aux extrémismes des deux camps, des deux bords ? Ah oui, bien sûr, mais ça c'est un peu le combat ça fait 20 ans que moi je rêve de voir des organes de presse, et il y en a honnêtement, mais là on avait envie de se réunir à quelques-uns, on est tous un peu des êtres hybrides, alors on est éditorialiste et acteur de théâtre, éditorialiste et réalisatrice, ou philosophe, ou professeur, ou comédien, et on a tous en commun, je crois, d'avoir accumulé ces derniers mois un immense ras-le-bol, une profonde lassitude,
pour les excessifs, le fait d'être pris en tenaille comme ça en permanence entre ceux qui sont dans le déni et ceux qui crient, ceux qui pensent qu'ils vivent en dictature et ceux qui nient qu'il y a quand même aussi des problèmes de liberté publique. Et donc tout ce mélange de yaka faucon, de désinformation, de vocifération, on s'est dit mais comment on fait pour faire surnager une parole modérée ? Parce que nous on crie pas, on parle plutôt calmement. On a des espaces de parole, mais on a envie de le dire maintenant de façon peut-être un peu plus claire. Le Franc-Tireur sera aussi un journal du franc-parler. Voilà. Et le nom même Franc-Tireur renvoie, j'imagine, tout de même à la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous avez employé le terme tout à l'heure résistant ? On en est là ? Pourquoi ça renvoie à la Seconde Guerre mondiale ? Les FTP, Franc-Tireurs et Partisans. Franc-Tireurs Partisans, qui était un mouvement résistant. Est-ce que vous avez choisi à dessein, j'imagine, ce nom ? Ça veut donc dire que vous considérez en situation de devoir lutter contre une dictature, etc. Dans l'humilité de la résistance de notre époque, qui n'est évidemment pas de même nature, en tout cas pas encore. Non, dans l'humilité, mais dans l'hommage, effectivement, au fait de dire qu'il faut résister à ce qui monte, et puis en même temps, il faut avoir cette indépendance de plume, qui est aussi une indépendance de flèche. On a envie de clairement dire les choses. Donc il y avait cette idée à la fois d'être dans le fait de pouvoir dégainer nos idées et de les assumer comme peut-être des munitions de rappel, et en même temps d'être face à beaucoup d'extrêmes auxquels il faut résister. Avec peut-être une difficulté, je crois que pour l'instant, le slogan de cette revue, c'est « La raison est un combat ». Ouais. On en parlait sur ce plateau avec Gérald Bronner, il y a 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, autour de sa mission de lutte contre le complotisme. Et Thomas le disait d'ailleurs à Gérald Bronner, c'est parfois compliqué de s'adjuger le camp de la raison. Bien sûr, mais d'ailleurs, on ne s'adjuge pas le camp de la raison. Nous, on dit que c'est ce qui nous guide. On est quand même aussi dans un monde politique. On parlait tout à l'heure de Zemmour, mais parlons de candidats ou de candidates qui, lors de la primaire écologiste, ont carrément décliné et exprimé en fait la défiance envers la raison. Ça, c'est nouveau aussi quand même. Je pense à Sandrine Rousseau. Oui, je pense à Sandrine Rousseau qui nous expliquait que la raison était du côté des hommes, ce qui était une façon quand même de considérer que les femmes n'y étaient pas tellement, et qui, même ouvertement, s'en prend au discours de la méthode de Descartes. Moi qui suis féministe, fondamentalement attachée à l'écologie, il y a un livre qui a 14 ans a structuré ma vie, c'est le discours de la méthode de Descartes. C'est-à-dire ce doute exigeant qui ne cherche pas à dominer, mais cherche à maîtriser les faits pour essayer d'atteindre quelque chose qui soit de l'ordre du vrai. Et on voit bien que dans l'époque actuelle, ce qui nous submerge, c'est plutôt la déraison que trop de raison. Et on est submergé par ceux qui veulent brouiller la frontière entre le vrai et le faux, ceux qui veulent absolument semer la manipulation, jouer de nos émotions. Donc c'est aussi l'appel à la raison un peu platonicienne. Maîtrisons nos émotions. Mais on n'a pas décidé d'en avoir le monopole, au contraire, on voudrait juste que tout le monde puisse le partager. Dans vos combats, il y a raison, déraison, et puis il y a, je crois, ce qui vous structure aussi, c'est universalisme, communautarisme. Alors, il faut un peu expliquer ce que ça veut dire, parce que pour les gens, je pense que ce n'est pas très clair ce que ça veut dire tout cela. Votre tradition, elle est indissociable de la Révolution française, je pense qu'on est d'accord avec ça tous les deux, qui porte haut des valeurs qui étaient déjà en germe avant par les philosophes des Lumières. L'idée étant que la République pose comme principe fondateur et fondamental que les droits sont accordés à une personne, quelle qu'elle soit, et non pas à des groupes, surtout pas à des groupes en fonction de rapports de force qui peuvent se jouer hors du cadre politique. Et ces droits s'ancrent sur des valeurs dites universelles, d'où le terme d'universalisme, qu'on va voir sur cette estampe qui est conservée au musée Carnavalet à Paris, estampe de la Première République, où on voit effectivement liberté, égalité, fraternité ou la mort. C'est ça le corpus universaliste. Dans les faits, la tradition universaliste, elle s'oppose aux identités régionales et religieuses seulement si elles viennent réclamer des droits spécifiques. Vous n'êtes pas hostile aux religions, pas hostile aux régions, à condition qu'elles s'inscrivent dans un cadre commun. L'universalisme ne rejette pas donc la différence, à condition qu'elles s'inscrivent dans le cadre de principes communs. Il y a une phrase de vous que je trouve assez juste pour définir cela. L'universalisme revendique le droit à l'indifférence, là où l'identitaire revendique le droit à la différence. Voilà la distinction que vous opérez. Oui, c'est une distinction philosophique qui est très difficile à expliquer. Et c'est pour ça qu'on a besoin à la fois d'intellectuels, de professeurs, enfin que tout le monde s'y mette. Parce qu'aujourd'hui, il y a une génération qui ne comprend plus cette différence entre le droit à l'indifférence et le droit à la différence. Et une génération que vous appelez aux Français. Oui, celle-ci oui, et puis il y a aussi des gens de toute génération qui vont dans ce sens-là, qui aujourd'hui, par exemple, vont au nom de l'antiracisme réduire des gens à leur identité la plus visible, alors que normalement c'est le racisme qui fait ça. C'est le racisme qui assigne et qui réduit quelqu'un à la part que l'on voit de l'autre, qui est toujours une part émergée, mais qui ne dit rien de la complexité de l'être, en réalité. Et on se retrouve maintenant, encore une fois, coincé entre des racistes qui continuent évidemment à voir le monde ainsi, et des antiracistes qui épousent les mêmes catégories, c'est-à-dire, encore une fois, mettre en avant la carte de la race, qui réhabilite le mot race, faire en sorte que l'on soit dans un concours d'identité en disant
si vous êtes racisé, vous êtes du côté des victimes. Si vous êtes blanc, vous êtes né du côté des bourreaux. Et par votre naissance, par votre couleur de peau, vous n'avez pas le droit de parler, de créer, de toucher à certains sujets parce que vous êtes né du côté des bourreaux. Ça, c'est une assignation que l'universalisme refuse. L'universalisme refuse cette double assignation. Est-ce que vous les renvoyez dos à dos ? Ou est-ce qu'il y en a un qui est plus grave que l'autre pour vous ? Évidemment que le racisme est plus grave que le racisme identitaire, est plus grave que l'identitarisme. Mais l'identitarisme, encore une fois, flatte les catégories du racisme. Donc en fait, au final, ils se complètent, ils se nourrissent l'un l'autre. Et moi, j'ai connu 2 temps dans ma vie engagée. Quand j'avais 20 ans et que je me battais pour obtenir l'égalité des droits qui n'existait pas dans ce pays, parce qu'il y avait pour le coup une discrimination d'État concernant les couples homosexuels, on m'expliquait qu'au nom de l'universel, mes revendications, mon aspiration à l'égalité étaient communautaristes et nuisaient à l'universel. C'était évidemment tout sauf de l'universalisme. C'était du normatif et d'une forme de domination qui se cachait derrière le mot d'universalisme pour imposer le statu quo. Et donc j'ai connu cette époque du faux universalisme. Mais je me revendique parce que je sais aussi que c'est ce qui me permet, une fois qu'on le combat, de dépasser les discriminations sans devenir un être assigné à résidence. Je n'ai pas envie, moi, qu'on juge mes travaux, mes films, ce que je suis, uniquement à l'aune de mon orientation sexuelle. C'est une partie de moi, j'ai le droit de l'énoncer, j'ai le droit de le dire quand j'en ai envie, j'ai le droit qu'on ne m'humilie pas pour ça, et qu'on me traite à égalité, mais je ne suis pas que ça. Et personne n'est qu'une part de son identité. D'où le beau mot d'universel qui refuse et la discrimination et l'assignation. Et ce mot-là, c'est un mot que René Cassin, qui est un intellectuel issu de la Résistance, avait notamment soufflé au moment des débats sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, où il y avait autour de la table un Chinois, un Anglais, Eleanor Roosevelt, des gens des pays de l'Est, des gens d'Amérique latine, qui voulaient cette déclaration et c'est grâce à cette déclaration qu'ils ont obtenu notamment un mouvement international pour le droit à l'autodétermination des peuples. Et au départ, ça devait s'appeler la Déclaration internationale. Et Cassin a soufflé le mot d'universel pour dire c'est plus que ça. C'est pas simplement une déclaration qui s'applique à tous les pays. C'est une déclaration qui considère philosophiquement que tous les hommes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion, leur identité, leur orientation sexuelle, leur genre, ont droit à la même dignité. Et donc aussi au même horizon, au même possible, sans que quelqu'un se mette en travers ou lui dise « reste à ta place ». Dans ce contexte, Caroline Fourest, on a eu cette semaine un temps fort politiquement et aussi sur le plan des idées. Un ministre de l'Éducation nationale, c'est pas courant, qui est parti en guerre contre le wokisme. Vous l'avez pas défini tout à l'heure, mais c'est un peu ce qu'il y avait en filigrane dans ce que vous disiez quand vous parliez de Sandrine Rousseau. Wokisme, on va redire rapidement ce que c'est, rappel utile. Ça vient de woke, participe passé du verbe anglais to wake. Vous vous souvenez, to wake, woke, woken. Donc woke, s'éveiller. Éveiller, au participe passé, héritage des luttes antiracistes aux États-Unis. Et par extension, le wokisme désigne toute personne consciente des inégalités, des discriminations subies par une minorité, quelle qu'elle soit, sexuelle, ethnique ou religieuse, un différentialisme qui serait donc importé en France et qui se substituerait à terme à l'universalisme républicain dont vous parlez français. Et c'est justement ce que Jean-Michel Blanquer veut combattre. La France et la jeunesse, a-t-il dit mercredi, doivent échapper à cette doctrine qui fragmente et qui divise. Propos signé dans Le Monde, mercredi, lorsqu'il a lancé son club de réflexion, le Laboratoire de la République. Pour lui, il y a des institutions en France comme le CNRS, comme Normal Sup, comme Sciences Po, qui sont déjà trop touchées par les idées woke et par la cancel culture de l'effacement, quand on déboulonne une statue, par exemple. Ce sont les bases mêmes de notre civilisation qui seraient menacées pour Jean-Michel Blanquer, rien que ça. C'est un combat qu'il ne mène pas tout seul. À la Maison de l'Amérique latine, à Paris, mercredi, il y avait aussi d'autres ministres, comme Emmanuel Vargon, des marcheurs, des députés, des intellectuels, Elisabeth Badinter, Philippe Ball aussi, l'ancien directeur de Charlie Hebdo. De quoi alimenter la future campagne d'Emmanuel Macron. Ma question pour vous, Caroline Fourest, c'est est-ce que la situation est si grave aujourd'hui qu'un ministre de l'Éducation nationale, est-ce que c'est son rôle, consacre une partie de son temps à lutter contre contre le wokisme, à créer ce laboratoire? Est-ce que c'est sa fonction? Écoutez, ce qui serait grave, c'est qu'un ministre de l'Éducation nationale ne prenne pas la mesure de ce qui est en train de se passer dans les universités. Et réellement, je crois que quand j'ai sorti Génération Enfoncée, tout le monde m'a dit « Oh, mais ça se passe qu'aux États-Unis, ça ne touche que le Canada ». Et puis finalement, tout le monde s'est aperçu que non, pas du tout. C'était un débat qui était là, chez nous. Et encore une fois, ça peut paraître très intellectuel, et ça ne concerne qu'une élite, et c'est vrai. Sauf que cette élite des universités, de l'école normale ou d'ailleurs, c'est celle qui va former les professeurs de demain.
Et ça a un lien très fort avec ce dont on va parler avec Samuel Paty. C'est-à-dire que si ceux qui détiennent le pouvoir culturel et le pouvoir universitaire, le pouvoir académique, ont décidé de flatter des catégories qui sont des catégories ethnicisantes, qui nous montent les uns contre les autres, qui interdisent la parole à certains sur la base de la couleur de peau, qui permettent et qui encouragent le fait de censurer des œuvres, des tableaux, des pièces de théâtre. On a vu récemment au Canada des écoles qui, à la demande d'une conseillère du président canadien, Justin Trudeau, ont décidé d'apprendre aux élèves à brûler des livres. Ils ont brûlé Tintin, ils ont brûlé Lucky Luke, au nom de décoloniser la bande dessinée et la culture commune. Ces images-là, d'abord, on n'apprend pas à des enfants à brûler des livres. C'est terrible comme symbole, et je crois que ça nous rappelle des heures terribles, ces autodafés, mais en plus, ça va évidemment uniquement servir les gens d'en face. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la gauche identitaire a commis des erreurs tragiques qui ont énormément aidé Donald Trump. J'ai pas envie qu'on les reproduise ici. Donc si on se met à voir, encore une fois, avec des élites culturelles qui considèrent qu'il est plus important d'aller interdire des pièces de théâtre, on a vu des gens s'attaquer à une pièce à la Sorbonne, les suppliantes, d'interdire qu'on lise une pièce inspirée par Charb dans les facs, sous prétexte, là aussi, en sortant le texte de son contexte, en faisant des autodafés ad nominem qui sont faux et mensongers. Si on commence à expliquer qu'une peintre comme Dana Schultz, qui a fait Open Casquette, un magnifique tableau sur un jeune noir qui a été massacré par des racistes en 1955, si on commence à dire qu'il faut retirer, comme ça a été le cas aux États-Unis, son tableau des musées parce que c'est une peintre blanche et qu'elle s'attaque au racisme anti-noir, mais c'est la fin de la culture, c'est la fin du mélange, c'est la fin du métissage. C'est une façon, encore une fois, de nous monter les uns contre les autres. On n'a pas le temps pour ça. On a déjà bien assez à faire avec les racistes. Donc ça peut paraître secondaire, mais si un ministre de l'Éducation nationale n'avait pas conscience de ça, moi je serais inquiète.